Bonjour à tous, première capsule avec la nouvelle, caméra que je viens de recevoir. Vous m'en direz des nouvelles et c'est, le cours de dénombrement. Je vais le commenter en direct. Il y a beaucoup de choses que vous savez déjà. Il y a quand même 2 choses importantes, en dénombrement. C'est les 2 principes des choix successifs ou, de la création de catégories. Donc les choix successifs, allons-y. Heu Je vous ai mis un exemple, ça vaut mieux qu'un long discours. Vous avez, au menu, une entrée, une viande, un légume, un dessert et je vous demande combien de menus différents on peut former. À ce moment-là, quand vous comptez le nombre de menus ou le nombre de repas différents, c'est vous le con re regardez comment on peut le construire, comment ça se construit étape par étape et voir à chaque étape combien de choix on a, me permet de savoir au total combien il y aura de repas. Donc si je regarde, il y a 3 entrées possibles. Ici, allons-y, il y a 3 entrées possibles, il y a, 4, viandes, possibles, il y a 2 légumes possibles, 3 desserts possibles. Ça s'appelle un raisonnement par choix successifs. On va dire: «Je choisis l'entrée, j'ai 3 choix. Je choisis la viande, j'ai 4 choix. Je choisis un légume, j'ai 2 choix. Je choisis un dessert, j'ai 3 choix». Ça, c'est pour un menu, d'accord? Et donc le nombre de menus, de repas différents sera le produit des choix à chaque étape. D'accord? C'est ce que j'ai écrit là. Et ça s'appelle un raisonnement par choix successif. Quand vous faites ça, sur votre copie, vous écrivez: «Par choix successif, on a» et vous dites les différents choix successifs que vous faites. D'accord? En fait, pourquoi c'est un multiplié? Parce que derrière, il y a un produit cartésien, hein. On pourrait dire que, un menu, c'est un uplet. C'est le uplet entrée, c'est un quadruplé. Menu entrée, viande, légumes, dessert. Voilà, pour moi, ça, c'est un repas ou ce que j'ai appelé un menu. Et je compte combien il y a de quadruplés. Et le nombre de quadruplés, comme on l'a déjà vu, c'est, nombre d'éléments nombre d'éléments de l'ensemble, ou de la première case, fois nombre d'éléments de l'ensemble qui remplit la deuxième case, fois et cetera. OK? Il y a 2 règles à respecter malgré tout, auxquelles il va falloir faire vachement attention. C'est la première, à chaque choix, le nombre de choix d'une étape ne doit pas dépendre de qui a été choisi à l'étape précédente. D'accord? C'est-à-dire que là, pour choisir la viande, je n'ai pas regardé quelle était l'entrée que j'avais choisie. Quelle que soit l'entrée que j'ai choisie, la viande, de toute façon, j'aurai 4 choix. Si, quand vous prenez des carottes râpées, alors forcément vous prenez des saucisses, alors là, à ce moment-là, non, je pourrais pas dénombrer par choix successif. D'accord? La deuxième règle, c'est que j'ai 4 choix, d'accord? C'est un raisonnement par choix successif et là, j'ai fait 4 choix successifs, le choix de l'entrée, puis celui de la viande, puis celui du légume, puis celui du dessert. La plupart du temps, on peut changer l'ordre, c'est-à-dire c'est tout à fait possible de dire: «Je choisis combien j'ai de dessert, j'ai 3 choix, puis je choisis, l'entrée, j'ai 3 choix, puis je choisis ma viande et je choisis mon légume». Ça fera les produits, les facteurs de produits seront en ordre différent, mais globalement, vous aurez le même résultat. En revanche, si en changeant des choix au cours des 4 choix, vous arrivez à retomber sur le même élément, donc moi sur le même repas, à ce moment-là, il y a un problème. Ça veut dire que celui-là, il aura été compté plusieurs fois. Donc les choix successifs ne sont pas valides, d'accord? Là, si je change un quelconque de mes 4 choix dans mon choix de menu, voilà, j'ai 4 choix, 1, 2, 3, 4. OK, j'y arrive pas, voilà. Si je change un choix, ça change mon menu, ça change mon repas, donc c'est un autre repas et j'aurai raison de compter en plus. D'accord? On en reparlera, ensuite puisque c'est dans les exercices qu'on verra, que parfois on respecte pas les règles, mais on s'en rend pas forcément compte. Donc, il faut prendre conscience des erreurs qu'on peut faire en dénombrement. Donc je vous ai mis un petit exemple, basique, si j'ai un code d'immeuble, à 3 chiffres suivi d'une lettre, combien j'en ai? Donc je tape mon code, hop, 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 là j'ai 3 chiffres et j'ai une lettre et là c'est des chiffres. Combien j'ai de choix? Bah, je peux procéder par choix successif. 1, je choisis, la première, je choisis la lettre, tiens, je suis pas du tout obligée de commencer dans l'ordre, de gauche à droite. Donc choix de la lettre.
Bon, en imaginant que on ait n'importe quelle lettre de l'alphabet, il y aura 26 choix. 2, je choisis le chiffre à côté de la lettre. Le plus à droite. C'est-à-dire le troisième chiffre. Par exemple, moi j'ai 10 choix s'il me laisse choisir tous les chiffres de 0 à 9. Et puis après, le choix du chiffre, du deuxième chiffre. J'aurai 10 choix aussi. Et choix du premier chiffre. J'ai 10 choix aussi. Le nombre de codes, ça va être 26 x 10 x 10 x 10. OK? Le résultat, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est le raisonnement. Si je change ne serait-ce qu'un seul choix dans la succession de mes 4 choix, ça va changer le code. Donc une succession de choix correspond à un code et un seul. D'accord? En fait, derrière ça, il y a une sorte de bijection. C'est l'ensemble des choix successifs que je fais est en bijection avec l'ensemble des codes. Donc le nombre de choix, c'est le nombre de codes. OK? Un autre type de raisonnement, mais les deux peuvent être imbriqués, hein, c'est les choix par principe additif ou par création de catégories. Si je veux compter les PCSI du lycée Tuillier, ben, je compte les PCSI 1, je compte les PCSI 2 et j'additionne. D'accord? J'ai créé 2 catégories des PCSI. Il y a les 1 et il y a les 2. D'accord? Donc c'est ce principe-là. C'est je crée des catégories, je compte combien il y a de gens dans chaque catégorie, et après je somme. Donc il faut vraiment bien comprendre quand est-ce que je fais un produit, quand est-ce que je fais une somme. Je fais une somme quand j'ai 2 catégories différentes, et je somme. Donc si par ailleurs, si j'ai des codes, donc l'exemple que je vous ai mis, c'est si j'ai un code avec une lettre et 2 chiffres, suivi de 2 chiffres. Hein. Donc lettre, chiffre, chiffre. Ou alors 3 chiffres. Chiffre, chiffre et chiffre. Ben, vous allez raisonner par catégorie. Vous allez dire, je vais compter combien il y en a des codes comme ça. Je ne refais pas le raisonnement, mais il faudrait rédiger, évidemment. Il y en a 26 x 10 x 10. 26 choix pour la première case, 10 pour la deuxième, 10 pour la troisième. Les codes du type 3 chiffres, il y en a 10 x 10 x 10, puisqu'il y a 10 choix pour chaque case. Et pour avoir le nombre total de codes, eh bien, je somme. OK? Donc vous voyez que là, j'ai fait une somme. Il est là mon principe additif. Mais pour dénombrer chaque type de code, j'ai fait un raisonnement par choix successif. Ça marche? Voilà, ça c'est vraiment la base du dénombrement. Je passe vite sur ensemble fini, tout ça, je pense que vous savez déjà. Vous me direz mardi, pardon, s'il y a des soucis. Alors la notion de nombre d'éléments, en fait, quand on compte les éléments d'un ensemble, on construit une application qui est une bijection. C'est-à-dire qu'on donne à un élément de l'ensemble numéro 1, puis un autre élément de l'ensemble numéro 2, etc. Donc en affectant un numéro à chacun, ce qui me va me permettre de les compter, je crée une bijection en fait. Chaque élément a un numéro et un seul. D'accord? Ben, le moment où je m'arrête, ça me donnera le nombre d'éléments. D'accord? Donc on dit qu'un ensemble est fini si j'arrive à compter les éléments. Sinon on dit qu'il est infini. Le nombre d'éléments d'un ensemble, on l'appelle le cardinal. Moi, la plupart du temps, je le note carte de E, mais je vous ai mis les deux notations qui peuvent aussi être rencontrées. Et puis la convention, exactement comme la convention pour les dimensions, cardinal de vide égale 0. Là, pour les dimensions, c'est cardinal de l'ensemble réduit au vecteur nul. Hein, vous vous souvenez? Il y a pas mal de parallèles entre dimension et cardinal, je vous l'ai déjà dit. De la même façon, je suis pas rentrée dans les détails, mais ça doit vous faire penser aux propriétés des dimensions aussi. Si un ensemble est inclus dans un ensemble fini, eh bien, il est lui-même fini, et de cardinal plus petit. Et si vous avez un ensemble inclus dans un autre, et qui en plus a même nombre d'éléments, ben, en fait, ils sont égaux. OK? Donc ça, bon, bah, les propriétés des cardinaux, normalement, vous les connaissez déjà. Je vais juste revenir sur cette propriété-là que vous allez re-rencontrer avec les probabilités. Le cardinal d'une union, c'est la somme des cardinaux s'ils sont disjoints, c'est-à-dire s'il n'y a personne en commun, c'est assez évident, d'accord? Si j'ai A, j'ai B, ils sont disjoints. Attention à ne pas confondre disjoint et distinct. Disjoint, c'est il n'y a personne en commun, c'est-à-dire l'intersection est vide, alors que distinct, c'est A différent de B. D'accord?
A union B, c'est le regroupement de tous les éléments qui sont soit dans A, soit dans B. Si je vous comptais combien il y en a, ben, je compte ceux de A, je compte ceux de B, et je somme. D'accord? En revanche, s'ils ne sont pas disjoints, c'est-à-dire s'il y a une intersection, vous comptez ceux de A, vous comptez ceux de B, ben, ceux de l'intersection seront comptés 2 fois, donc c'est pour ça qu'il faut soustraire. Ok? Comment ça se démontre cette propriété de cardinal A union B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter B? Qui peut vous faire penser à la propriété des dimensions, puisqu'on a une relation similaire, mais c'est pour la somme de deux espaces? Ben, A union B, vous l'écrivez comme une union de deux ensembles disjoints. Vous y dites que c'est A union B moins A. Je vous rappelle que B moins A, c'est les éléments de B qui ne sont pas dans A. Donc, je regroupe bien les gens de A avec les gens de B, mais qui ne sont pas dans A. Donc, ici, l'union, elle est disjointe. Donc, cardinal, somme des cardinaux. OK, et il me reste à déterminer le cardinal de B moins A. Et j'utilise que B, c'est B moins A union A inter B. Il y a les gens de B qui sont dans A, les gens de B qui sont dans A, les gens de B qui ne sont pas dans A. Je les regroupe, c'est disjoint. Donc le cardinal, somme des cardinaux. Et je remplace dans cardinal de A union B. Et j'ai fini. Celui-là, je le remplace par ça, et j'ai fini. Ok, ça marche. Donc on avait déjà parlé en début d'année lorsqu'on avait fait la notion de cardinal au tout début, quand on avait fait le cours sur les ensembles. Alors, ça aussi on en a déjà parlé. P2E, qu'est-ce que c'est? Si E est un ensemble fini, je vous rappelle que c'est l'ensemble de toutes les parties. Donc les gens de P2E sont des ensembles. On revoit ça vite fait. Si vous vous souvenez, si E c'est l'ensemble AB, par exemple, P2E, c'est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E. Donc il y a vide, il y a E, forcément. Et puis, ben, en ensemble includant E, il y a le singleton A, le singleton B. D'accord? Donc ils sont 4. Alors qu'au début, on avait 2. 4, c'est 2 puissance 2. D'accord? Donc de manière générale, le cardinal de P de E, c'est 2 puissance cardinale de E. Ok? Je vous ai mis le raisonnement, vous le lisez, si ça ne va pas, on en parle mardi. De la même façon, le cardinal de E croix F, on l'avait déjà vu aussi, c'est le cardinal de E croix cardinal de F. Je vous ai mis la démo, on en parle mardi si ça ne va pas. Généralisation, cardinal d'un produit cartésien de plus que deux ensembles, c'est quand même le cardinal du produit, c'est le produit des cardinaux. Je vous ai rappelé le vocabulaire, les éléments de E puissance P, ce sont des P-uplés ou des P-listes, moi je dis plutôt P-uplés. D'accord? Avec le vocabulaire particulier, les gens de E carré s'appellent des couples, les éléments de E cube s'appellent souvent des triplés. Alors, ça, on a déjà parlé aussi. Si je construis une application entre deux ensembles finis, donc je vais faire un ensemble à 3 éléments et un ensemble à 4 éléments. Est-ce que l'application peut être surjective? Si je construis mon diagramme sagittal, je vous rappelle que si c'est une application, les éléments de l'ensemble de départ ont une unique image. Donc lui, la petite croix là, elle doit avoir une unique image. Donc je vais construire une flèche. Hop. D'accord? Il n'y a jamais deux flèches qui partent de quelqu'un de l'ensemble de départ. Voilà. Lui, eh ben, il peut tout à fait avoir la même image. Hop. Et puis lui, tiens, on va dire qu'il va là. Voilà. Ça, c'est une application de E dans F. Et elle n'est pas surjective, puisque surjective, tous les gens à l'arrivée sont atteints. Et là, j'ai deux personnes qui ne sont pas atteintes, qui sont ces deux petites croix-là. D'accord? Donc, je vais changer d'application pour essayer de voir si je peux la rendre. Est-ce que je peux la rendre surjective? Est-ce que je peux faire en sorte que tous les gens soient atteints? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 personnes au départ. Donc au maximum, ils ont 3 images différentes, or à l'arrivée, ils sont 4. Donc c'est absolument pas possible de construire une application surjective. Pourquoi? Il y a trop de personnes à l'arrivée
J'arrive pas à faire qu'ils aient tous un antécédent. D'accord? Par conséquent, par contraposé, pour que f soit surjective, il faut que l'ensemble d'arrivées, donc là c'est cardinal P, hein, et ici P vaut 3, et là le cardinal c'est il vaut n, et ici n vaut 4. Pour que l'application puisse être surjective, il faut que l'ensemble de départ ait plus d'éléments que l'ensemble d'arrivée. D'accord? De la même façon, pour que f puisse être injective, donc je vous refais un petit dessin à côté. Touc. Si je prends une application comme ça, il y a 3 éléments au départ. Elle est injective si ces 3 éléments ont 3 images différentes. Or, à l'arrivée, ils sont que 2, donc c'est pas possible. D'accord? Si E a 3 éléments et F en a 2, on n'aura pas possibilité de construire entre deux une application injective. Donc pour qu'elle puisse être injective, il faut, attention, hein, c'est une implication, c'est une condition nécessaire, il faut que l'arrivée ait plus d'éléments que le départ. Là, à ce moment-là, vous aurez possibilité de donner à chaque élément de l'ensemble de départ des images différentes. Et puis si vous compactez les deux, évidemment, vous avez que si vous voulez que f soit objective, une condition nécessaire, c'est que le nombre d'éléments de départ et arrivée soit égaux. Ok? Ça, on en avait déjà parlé, il me semble. Et vous avez le même principe du 1 acheté, 1 gratuit qu'en algèbre linéaire. C'est-à-dire si vous avez déjà deux ensembles de même cardinal, et que si vous arrangez pour que votre application soit injective, elle sera automatiquement surjective, et réciproquement. Donc là, regardez, je construis une application et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit injective. Ça veut dire que là, lui, il va avoir une image. Lui, il a une image différente de l'autre, parce que sinon elle n'est pas injective. Lui, il a une image différente des images des deux autres. Donc là, je me suis juste arrangée pour qu'elle soit, c'est pénible ça, pour qu'elle soit injective, et oh miracle, en fait elle est bijective. D'accord? La démo est là, vous la lisez, vous me dites s'il y en a besoin. L'ensemble des applications de E dans F, moi je le note comme ça, A de E, A, E, virgule F, mais vous trouvez aussi cette notation-là, qui est beaucoup utilisée pour les suites. Vous vous souvenez, les suites, ça se note comme ça, parce que c'est l'ensemble des applications qui prennent un entier et qui sortent un réel. D'accord? L'ensemble des applications dans F, le nombre d'éléments, c'est cardinal de l'ensemble d'arrivée, puissance cardinale de l'ensemble de départ. Je vous ai mis la démo, donc vous la lisez. C'est très simple, hein, pour construire une application, il suffit de regarder combien on a de choix pour chaque image. Or, sans contrainte, f de x1 c'est n'importe quel élément de f de x2 c'est n'importe quel élément de f, etc. En revanche, si on vous impose que l'application soit injective, c'est une autre affaire. Donc, si je fais un dessin, l'ensemble de départ, il a P éléments, l'ensemble d'arrivée, donc je vais les appeler X1, XP. Et l'ensemble d'arrivée, il y a N éléments, je vais les appeler Y1, YN. Je ne suis pas trop sûre d'avoir besoin d'avoir une notation. Donc si vous voulez compter le nombre d'applications injectives, il va falloir compter, quand vous construisez une application injective, combien de choix vous avez. Or, construire une application, c'est construire les images. Donc on le fait par choix successif. On choisit f de x1. f de x1, on peut prendre n'importe qui à l'arrivée, donc on a n choix. D'accord? On construit f de x2, mais f de x2 doit être différent de f de x1, donc on n'a plus que n-1 choix. D'accord? Donc vous allez avoir une succession de choix. Choix de f de x1, il y en a n. Nombre de choix de f de x2, il y en a n-1, etc. Et vous allez jusqu'au nombre de choix pour f de xp. Alors là, il faut réfléchir un tout petit peu. Il y avait n personnes à l'arrivée, mais il y a p-1 personne déjà prise, puisque x1, xp-1 ont déjà pris chacun une image. Donc ça fait n moins p-1, c'est-à-dire n moins p plus 1. Choix successif, c'est un produit, donc c'est ce qui est écrit ici. C'est un produit, ce produit peut être écrit comme un quotient de factoriel. Vérifiez que vous êtes bien OK avec le quotient de factoriel. Ça marche?
Un petit peu de vocabulaire. Alors le vocabulaire, il n'est pas forcément c'est pas forcément très clair si c'est encore au programme, mais je vous le dis quand même. Un P-arrangement, c'est une P-liste, donc c'est une liste avec P éléments. Donc c'est un P-uplet, si vous préférez, mais avec les éléments tous distincts. Sinon, on dit un P-uplet. D'accord? Donc un P-arrangement, c'est une P-liste, un P-uplet, mais en plus avec la contrainte que tous les éléments soient différents. Combien il y a de P-listes? Ben, si E, il a n éléments, il y en a factoriel n sur factoriel n-p, c'est-à-dire n fois n-1 fois etc. jusque n-p plus 1. Et ça se fait par choix successif, exactement comme on vient de faire pour les applications. Et un cas particulier, on peut appeler permutation de E une n-liste de E, c'est-à-dire quand E a n éléments, une liste où je prends tous les éléments de E, mais dans un ordre particulier. C'est aussi le nom qu'on donne à une bijection de E dans E quand E est un ensemble fini. Pardon, j'ai pas marqué fini là, rajoutez E. Je continue de parcourir le truc. Oui, quand vous faites le cas particulier, on a regardé combien il y avait de P arrangements. Si vous faites un N arrangement, vous faites N égale P, vous allez vous retrouver avec factoriel N. C'est juste un cas particulier de ça, qui est à connaître. Ok? Quand est-ce que vous allez utiliser ce genre de situation? Bah, regardez l'exemple qui est juste en dessous, là. Je vais revenir en bleu, c'était quand même plus chouette le bleu que le orange. Voilà. On a 5 jetons, et on doit les mettre dans 5 boîtes numérotées. Donc il y a la boîte 1, il y a la boîte 2, 3, 4, 5, et je vais devoir mettre 5 jetons qui sont eux aussi numérotés. C'est pénible. Voilà, 5. Et j'en mets un par boîte. Combien j'ai de façons de les répartir? Bah, vous pouvez le faire par choix successifs. Je choisis où je mets le jeton 1. J'ai 5 choix. Donc choix de la place du jeton 1. J'ai 5 choix. Puis je choisis la place du jeton 2. Ben, puisque il y a déjà une des boîtes qui est occupée, il n'y a plus que 4 possibilités. Je choisis la place du jeton 3, j'ai 3 choix. Je choisis la place du jeton 2, j'ai 2 choix. Je choisis la place du jeton 1. Pardon, du jeton 4, j'ai 2 choix. Et de la place du jeton 5, j'ai 1 choix. Ce sont des choix successifs pour faire une répartition. Une répartition correspond à la succession de ces 5 choix-là. Donc le nombre de répartitions, c'est le produit. Donc ça fait factoriel 5. D'accord? Le nombre de répartitions, c'est factoriel 5. Maintenant, vous pouvez aller plus vite en disant que c'est que j'ai créé une bijection entre les jetons et les boîtes, puisqu'à chaque jeton correspond une boîte, à chaque boîte correspond un jeton. Donc s'il y a une bijection, il y a un ensemble de 5 jetons et un ensemble de 5 boîtes, il va y avoir factoriel 5 possibilités. Ou encore une autre possibilité, vous dites qu'une répartition pour vous, c'est un uplet. Ici, là, dans la case 1, vous mettez le numéro de la boîte de la case du jeton 1. Ici, dans la case 2, vous mettez le numéro de la boîte du jeton 2, etc. Et bien ça correspond à un uplet, c'est-à-dire une permutation d'un élément d'un ensemble à 5 éléments. Donc j'ai factoriel à 5 possibilités.